Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle page culturelle. Aujourd'hui, on s'intéresse au 7e art avec Vision du réel. Le Festival international du cinéma documentaire de Nyon a dévoilé sa programmation. On en parle avec Luciano Barisone. Bonjour. 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 Et puis, on donnera la parole à la jeunesse, puisque c'est elle qui est mise à l'honneur pour cette 47e édition. J'ai le plaisir de vous présenter Morgane Herbé et Adrien Wagner. Bonjour. Bonjour. Tous deux sont donc des participants du concours Festival Réflexe et membres des ateliers du cinéma qui sont proposés par Didier Guert. Bonjour à vous également. Bonjour. Et puis on terminera du côté du château de Prangin avec l'exposition Louis-Auguste Brun, peintre de Marie-Antoinette. Luciano Barisone, on l'a dit, la jeunesse donc au cœur de cette 47e édition. Mais quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pourra trouver dans cette édition? Le festival cherche un peu dans le monde de films qui nous racontent la réalité d'aujourd'hui. Donc on trouvera plein de fils rouges, pas seulement la jeunesse. On trouve surtout le fait que dès la jeunesse à l'âge adulte, à la vieillesse, on essaie tout le temps de résister. De résister à quoi? De résister à des conditions qui souvent sont difficiles de vie, conditions difficiles financières, économiques, sociales, aussi qui concernent l'état du monde tel qu'il est aujourd'hui, avec les réfugiés, le terrorisme. Voilà. C'est une situation difficile. On aura aussi, bien sûr, du moment que dans l'acte de résistance, il y a aussi quelquefois une prise de distance par rapport à la réalité. Il y a aussi de moments d'humour. Des noms de films, justement, qui mettent en avant cette thématique? Eh bien, il y a un film, moi, que j'aime beaucoup. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un film, une coproduction entre le Canada et l'Allemagne. La cinéaste est kurde. Elle est partie au Kurdistan pour filmer l'activité de jeunes filles kurdes qui s'entraînent pour aller en guerre contre l'État islamique. Et c'est assez beau à voir parce que c'est en même temps la jeunesse, et la jeunesse aurait envie de faire autre chose que d'aller mourir sur le champ de bataille, mais quand même, ce sont des femmes qui se battent pour la liberté. Le festival, en quelques chiffres, c'est 90 premières mondiales, 26 premières internationales et 180 films de 49 pays différents, soit plus de 3000 films que vous avez visionnés. Comment est-ce que vous avez fait cette sélection? On voyage beaucoup. On commence à travailler à partir du mois de mai. Le festival finit en avril. Au mois de mai, nous commençons déjà à partir. Moi, je sais déjà que, par exemple, en mai, je vais à Taïwan, à Cannes et après à Barcelone. Et mes collègues, les gens qui travaillent avec moi dans le comité de sélection, feront d'autres trajets à partir de ce moment-là. Moi, je visite autour de 14-15 pays chaque année. Et en tout, on a visité 45. Dans tout ce voyage, on participe plutôt à des ateliers d'écriture ou de production de films, parce que notre but est de chercher toujours des films nouveaux. Pas des films, donc c'est un film de première mondiale, c'est un film de première internationale, c'est-à-dire qu'il faut aller dénicher des films qui ne sont pas encore présentés au niveau international. Et après, bien sûr, on fait de la promotion, le film arrive, le film commence à arriver au mois d'octobre. Et d'octobre jusqu'à la fin du mois de janvier, ils sont plus que 3000. Nous sommes 6 à voir le film. Vous imaginez un peu le pourcentage. Moi, j'en vois plus ou moins 1400 chaque année. Très bien. Dans la présentation du festival, vous disiez que le documentaire, c'est du cinéma et qu'aujourd'hui, il se distingue de moins en moins du cinéma de fiction. Selon vous, donc, le réel n'est pas vrai. Pourquoi? Bon, parce qu'il y a un concept de réel. Le réel, c'est quelque chose qui est... Il y a l'habitude à considérer le réel, ce que nous voyons devant nos yeux, ce que nous entendons, ce que nous aimons, etc. Mais le problème, c'est que le réel, c'est un réel très subjectif, parce que nos oreilles sont comme ça, sont unidirectionnelles. Mais par contre, le réel, c'est ce qui nous entoure, ce qui est derrière les épaules, ce qui est en haut, ce qui est en bas, ce qui est dans d'autres endroits. Donc, le réel n'est pas seulement ce qui est devant la caméra, c'est aussi ce qui est derrière, donc il concerne l'imagination. Donc, toute œuvre de cinéma participe d'une certaine façon de fiction et de documentaire. Je ne suis pas le premier à le dire, mais je cite toujours un cinéaste du terrain, Godard, qui disait justement que tous les films de fiction sont des documentaires sur les acteurs au travail.
et que les meilleures fictions tendent au documentaire quand le meilleur documentaire tend à la fiction. Donc, voilà. Tout est dit. Merci pour ces précisions, Luciano Barisone. Et puis, on va profiter justement de ce bain de jouvence pour parler avec cette jeunesse. Didier Gertsch, vous êtes le mentor de ces jeunes et vous proposez justement des ateliers du cinéma à Aubonne. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une école de cinéma pour enfants que j'ai créée en 2009, sur un modèle d'école de cinéma que j'ai suivi moi aux États-Unis, c'est-à-dire en conservatoire, basé sur la pratique du cinéma, c'est-à-dire beaucoup plus que... Enfin, il y a de la théorie de l'histoire du cinéma, mais disons, c'est pratique. On fait des films, les enfants viennent pour faire des films. Alors, il y a les rudiments techniques de caméra, de montage, et ensuite, ils partent tourner leurs propres histoires. Il y a très peu de scénarios, la plupart des choses sont improvisées et j'essaye de mettre en place pour eux, disons, un environnement cinématographique dans lequel ils peuvent s'exprimer par rapport à cette notion de réalité aussi du cinéma. Pour moi, il y a une réalité cinématographique qui est le monde du film, l'univers dans lequel le film existe, qui a quelques rapports avec la réalité subjective ou avec une réalité documentaire, mais pas seulement. Donc je les fais évoluer à l'intérieur de ça, et à l'intérieur de ça, ils apprennent un petit peu la grammaire, la manière d'agencer des plans, la manière surtout de communiquer une idée à l'aide des images, du son et du montage. Par rapport à cette grammaire, justement, est-ce qu'aujourd'hui vous faites partie de cette tendance qu'on dit jeuniste et qui favorise les films filmés avec le téléphone portable ? Non. Pas tellement. Moi, j'ai une notion très traditionnelle, si on veut, du cinéma, très ancienne école. Moi, j'ai fait mes classes avec de la pellicule, 16 mm, Super 8, avec du montage, où on collait littéralement les bouts de film ensemble avec du scotch. J'en reste encore à cette idée-là, et j'essaye toujours de faire revenir les enfants au tout début du cinéma. On commence avec les Frères Lumière, on commence avec Méliès, on essaye d'isoler ce qui fait l'essence du cinéma, et ensuite, bon... Pour la technique, ceux qu'ils utiliseront, ça ils l'utiliseront, ça va encore évoluer, etc. Mais du coup, comment est-ce que vous faites, pardon, parce qu'on a vu que le documentaire est en pleine mutation avec Luciano Barisone, donc comment est-ce que vous faites pour intégrer ou pour passer de cette conception traditionnelle à justement cette mutation avec ces jeunes ? Alors le passage vers la mutation, j'ai l'impression qu'ils le feront eux-mêmes, c'est-à-dire qu'eux sont exposés sans arrêt à des images qui viennent de YouTube, à d'autres formes, d'ailleurs ça a évolué depuis les 6 ou 7 ans que les ateliers existent. Au départ, les enfants avaient un système de référence, une grille de référence qui était très cinématographique. Après, c'est passé beaucoup plus à la télévision, télé-réalité, ce genre de choses. Et maintenant, il y a une grille de référence pour les jeunes et les enfants. J'ai l'impression très tôt, j'en ai de 8 ans, qui ne jurent que par YouTube. En fait, c'est la seule relation avec les images. Moi, je ramène toujours tout ça vers le cinéma le plus primal possible, et ensuite les liens, ils les opéreront eux-mêmes. Mais moi, je me suis posé des barrières, disons, très fixes. On fait beaucoup de cinéma muet, du cinéma sans texte, sans dialogue, aussi improvisé énormément. Les documentaires, c'est aussi pour eux. On fait du documentaire, on fait de l'expérimental. Il y a beaucoup d'expérimental, c'est-à-dire toutes sortes d'expérimentations avec la caméra, avec les logiciels de montage, mais toujours à travers une découverte pour eux d'une forme à partir de certaines choses que je leur ai montrées ou qu'ils ont découvertes par eux-mêmes. On regarde aussi beaucoup de films aux ateliers, il y a un système de références croisées comme ça, d'influence, ils regardent aussi beaucoup de films de leur côté. Voilà, c'est une sorte de foisonnement d'influences différentes qui viennent, qui se croisent là, mais moi, en tout cas, en ce qui me concerne, par rapport à l'enseignement, je préfère effectivement le garder du côté d'un cinéma traditionnel parce que c'est aussi ma culture propre. Je suis trop vieux pour ça. Adrien, Morgane, justement, ce cinéma traditionnel, quels sont les outils que vous avez utilisés pour créer vos films, justement, dans le cadre de ce concours Réflexe, Morgane ? Les outils, donc les caméras. Les caméras, oui. Ou autres, je ne sais pas ce que vous avez utilisé. Non, alors moi, j'ai juste une petite caméra Sony de chez moi, et puis je me débrouille très bien avec. J'économise pour une plus poussée, mais non, en attendant, je me débrouille avec une petite caméra. Adrien ? Et moi aussi, j'ai utilisé un appareil photo. D'accord, donc on reste avec quelque chose de plus simple, on va dire. Cette année, la thématique, c'est huis clos, justement pour ce festival Réflexe. Qu'est-ce que vous avez travaillé, Morgane ? Alors moi, j'ai travaillé les souvenirs, et puis une fille qui est à la base enfermée, parce que c'est le thème, mais quand même qui a besoin de sortir de cet endroit. Donc j'ai donné cette sensation de remémoration et de liberté. Adrien ?
Quel était ton message à toi dans le film? Ta vision du réel? Moi, j'ai travaillé sur un homme torturé et ses fantasmes de liberté. Donc pour montrer qu'on peut être enfermé physiquement, mais on peut toujours avoir l'esprit pour nous libérer. Justement, le cinéma, à toi, c'est quelque chose qui te libère. Comment est-ce que... D'ailleurs, lui, l'année passée, que tu avais travaillé très vite. En 24 heures, tout avait été mis en boîte, pardon. Est-ce que c'était les mêmes conditions cette année? Alors, en tout cas, pour le tournage, ça a été fait très rapidement. En une semaine, on avait tous les plans. Et après, pour le montage, ça a pris plus de 70 heures, donc ça a été très long. Et voilà. الإنسان بيحتاج لأكل لشراب حاجات كثيرة جدا جدا في العالم لو ما في السلام يعني ما في معيشة الإنسان ما يقدر يرتاح. Luciano Barisoni, est-ce que ça vous touche de voir ces jeunes qui sont justement dans le milieu du cinéma? Si, je suis très curieux chaque fois de voir comment deux yeux qui s'ouvrent sur le monde me le racontent. Moi aussi, je suis toujours, disons que je suis vieux en tant qu'âge, mais je suis toujours jeune dans ma tête. J'ai beaucoup envie de découvrir. Donc je pense que je suis très intéressé aux travaux de jeunes générations. Très bien. Si vous aussi, vous êtes curieux de suivre ces jeunes, vous pouvez les retrouver notamment le 21 avril à l'usine à gaz de Nyon, puisque à ce moment-là, il y aura la remise des prix pour le festival Réflexe. Et vous pouvez évidemment découvrir tous les films du 15 au 23 avril à Nyon. On passe finalement à la peinture, comme promis, avec l'exposition Louis-Auguste Brun, peintre de Marie-Antoinette. Je vous propose de découvrir en images comment ce peintre est devenu célèbre jusqu'à Versailles. Le château de Prangin plonge ses visiteurs au cœur du XVIIIe siècle. Avec son exposition temporaire Louis-Auguste Brun, peintre de Marie-Antoinette, le Musée national retrace la trajectoire d'un jeune artiste originaire de Rolle. En 1775, à 17 ans, bien décidé à réussir sa vie, Brun part frapper à la porte du château et demande à pasticher les tableaux de la collection du baron Louis-François Giguère. C'est vraiment dans ces lieux, dans ces murs, que Brun a pu donner une autre dimension à sa carrière, qu'il a fait les rencontres décisives qui lui ont permis de devenir un grand peintre. Brun devient l'un des rares petits maîtres à pénétrer le cercle restreint et codifié des peintres de cour. Il goûte au faste de Versailles et se voit introduit auprès de celle que l'on surnommait l'Autrichienne. Comme Marie-Antoinette adorait monter à cheval, Brun avait là vraiment une carte à jouer en tant que peintre animalier, très à l'aise dans les portraits équestres. C'est quelque chose que les autres peintres qui gravitaient autour de Marie-Antoinette ne savaient pas faire. En 1783, Brun mise sur la bonne cavalière puisqu'il peint 2 portraits équestres de la reine qui le rendront célèbre. On voit la très belle bottine que porte Marie-Antoinette, qui ne devait d'ailleurs pas être très pratique pour monter à cheval, avec un petit talon, un ruban sur le devant. Et en fait, cette bottine est restée conservée jusqu'à nos jours par les descendants de l'artiste, et nous la présentons dans l'exposition, un véritable objet fétiche s'il en est. Particulièrement à son aise lorsqu'il s'agit d'évoquer les distractions et l'insouciance de la classe privilégiée de l'Ancien Régime, Louis-Auguste Brun devient ainsi le peintre des divertissements en plein air. Parmi ses sujets favoris, chevaux, chiens et paysages, mais toujours le même coup de pinceau. Il a privilégié toujours des couleurs assez sourdes, assez sombres, qu'il rehausse de touches de couleurs plus vives comme le rouge. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans presque toutes ses œuvres. Aussi la manière de composer le tableau avec un tronc d'arbre, ici nature morte, d'accessoires d'équitation, une plante en tout premier plan qui servent d'élément repoussoir, une ligne d'horizon très basse qui laisse ensuite une très large place au ciel.
Autre particularité, son habileté à fixer par le trait le caractère d'une personne. Plusieurs dessins, comme celui de ce couple en promenade, en sont d'ailleurs la preuve. Ce sont des compatriotes et bien qu'il les dessine à Paris, il va les représenter dans leur environnement habituel, à savoir le bord du lac Léman avec la ville de Rolle et son château en arrière-plan. En fait, il s'agit de monsieur et madame Rollat du Roset qui étaient les châtelains de Rolle à l'époque. Et si finalement, après toutes ces découvertes, vous vous demandez quelle était l'odeur des mains de Marie-Antoinette après avoir enfilé ses gants en cuir, sachez que le château de Prangin offre également un voyage dans le monde olfactif du siècle des Lumières. La prochaine balade aura lieu le 21 avril 2016. Une exposition à voir au château de Prangin jusqu'au 10 juillet 2016. Quant à moi, je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles aventures culturelles, bien sûr.